François Morel, alors bonjour et merci Bonjour, beaucoup de votre venue à Dialogue. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes comédien, auteur, chanteur, metteur en scène, chroniqueur radio, acteur également. C'est votre personnage dans la série Les Deschiens de 93 à 2000 sur Canal+, qui vous a fait connaître du grand public. Et puis depuis, vous avez écrit, joué et chanté dans de nombreux spectacles. Vous êtes d'ailleurs à Brest cette semaine pour 3 représentations du spectacle La Vie, titre provisoire, et joué à l'occasion des 30 ans du Quartz cette semaine. Et puis depuis 2009, tous les vendredis matins, on peut aussi écouter avec votre bonheur votre chronique de 8h55 sur France Inter. Et nous reviendrons d'ailleurs sur cet exercice particulier en fin de cette rencontre. En ce moment, on peut aussi vous retrouver sur le petit écran dans la série Baron Noir, où vous jouez le rôle de Michel Vidal, inspiré en partie de Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, c'est pour parler... Non, pas inspiré de Jean-Luc Mélenchon. En partie. Non, Non, même pas. du tout. C'est-à-dire, il occupe la place de Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne me suis pas inspiré du personnage. D'accord. Absolument pas. Non, Mais pas plus que celle qui joue le rôle de président de la République. De la présidente de la République, c'est inspiré de Macron. Elle occupe la place, mais elle ne fait pas une imitation. Voilà. Mais c'est rien contre Macron, parce que je sais que l'homme est susceptible. C'est juste, j'occupe sa place, c'est tout, dans la série. Alors aujourd'hui, c'est donc pour parler de vos livres que nous vous accueillons à la librairie, puisque l'écriture vous accompagne depuis longtemps. C'est en 1996 qu'est paru votre premier récit, intitulé Meu, l'histoire de Philippe Bonneval, un jeune homme qui se transforme progressivement en vache laitière. Une histoire dans laquelle on découvrait déjà votre sens de la poésie et votre don pour mêler la drôlerie et l'émotion. Je crois que vous avez aussi toujours écrit principalement pour dire, et beaucoup de vos textes ont également été joués sur scène. On peut citer La fin du monde est pour dimanche ou encore Hyacinthe et Rose. Et puis, toutes vos chroniques sur France Inter sont publiées également aux éditions de Noël et France Inter. Et donc là, le tome Jamais la même chose, le tome 4 vient de paraître. Et nous en parlerons tout à l'heure. Mais vous venez également de commettre un court récit paru aux éditions du Sonneur dans la très jolie collection Ce que la vie signifie pour moi. Un récit dont le narrateur est adolescent. Il peut nous faire penser au petit Nicolas et il nous raconte ses premiers émois amoureux et son amour profond et véritable pour Isabelle Samin. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter l'origine et la naissance de ce texte dont le titre « C'est aujourd'hui que je vous aime » contient à la fois toute la candeur et la détermination de l'adolescence. Oui, c'est extrait d'un poème de Pierre Reverdy. C'est aujourd'hui que je vous aime. J'avais assisté à une lecture spectacle par Patrick Mille et Florent Marché et j'ai entendu cette phrase, c'est aujourd'hui que je vous aime. Je tournais autour de plusieurs titres et je n'étais pas satisfait. Là, je me suis dit, je vais demander l'autorisation aux ayants droit et je vais essayer de prendre ce titre que j'aime bien parce qu'il y a un côté, presque enfantin, déterminé. Et parce qu'en fait, est-ce qu'il est très amoureux d'Isabelle Samin? Je ne sais pas. Je crois qu'il est amoureux de l'amour et il a envie, en tout cas, de passer à l'acte sexuel. Vous avez parlé du petit Nicolas, c'est exactement ça. C'est le petit Nicolas découvre le désir et peut-être la sexualité, et ça le travaille beaucoup. J'avais fait un spectacle sur l'enfance qui s'appelait Les habits du dimanche, et c'est un spectacle que j'ai joué beaucoup de fois, 350 fois je crois, et je m'étais dit peut-être que je pourrais faire une suite à ce spectacle-là, donc j'avais commencé à écrire quelques pages sur l'adolescence, et puis j'ai laissé ça de côté parce que je me suis engagé sur d'autres projets, etc. Et puis j'ai rencontré Martine Laval, qui est directrice de collection au Sonneur, et qui m'a parlé de cette collection-là, Ce que la vie signifie pour moi. Et Ce que la vie signifie pour moi, d'abord, c'est un texte de Jack London qui est très beau sur l'engagement politique et sur l'écriture. Vraiment, c'est un livre que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu. C'est vraiment un très beau texte et que j'ai lu après avoir lu Martin Eden, qui est un livre absolument magnifique, vraiment que je conseille aussi. Et puis je me suis dit peut-être que Ce que la vie signifie pour moi, ça peut être intéressant de me replonger justement dans ce texte sur l'adolescence et pour essayer de creuser cette idée-là que
que c'est le moment peut-être où on est le plus malléable, où on peut faire des choix, bons ou mauvais, selon les rencontres qu'on fait exactement. Donc je me suis dit, ce que la vie signifie pour moi, c'est peut-être ce que j'ai décidé d'être quand j'avais 15-16 ans et que les questions de la vie en société, de l'amour, etc., se présentaient. Donc j'ai essayé d'écrire un texte, mais plutôt drôle, parce que j'aime bien faire rire. Et c'est quelque chose d'assez léger sur l'adolescence et sur l'espèce de douleur de l'adolescence, qu'il y avait déjà un peu dans Meu d'ailleurs, qui était un peu le thème. Voilà. Alors, dès les premières pages, on est embarqué par la poésie du texte, frappé par son universalité et enchanté de la musicalité du Oui, nom d'Isabelle c'est-à-dire Samin. le narrateur. En fait, c'est comme une espèce de conférence. C'est idiot, hein, mais il parle des hommes. Donc, il parle de lui sûrement tout le temps, mais comme il veut pas parler de lui et qu'il veut il se prend un petit peu au sérieux. Et il fait des généralités et il dit les hommes. Et donc on ne sait jamais son prénom, son nom. On sait le nom et le prénom de tous ceux qui l'entourent, mais lui, c'est les hommes, définitivement. Parce que je me suis souvenu d'une phrase d'Alexandre Vialat. C'est un peu le contraire, mais l'idée se rapproche quand même. Il disait l'homme est un animal à chapeau mou qui attend le bus à l'angle de la rue de la Glacière et du boulevard Arago. Et c'est-à-dire comment raconter. Bonjour, j'avais pas vu monsieur. On se connaît. J'avais pas vu, donc je dis bonjour. Donc je m'interromps moi-même pour dire bonjour. Comment ça va? Ah oui, bah, je comprends. Pourquoi? Il y a une page, on va en parler tout à l'heure. Bah, c'est ça qu'il faut lire d'ailleurs, voilà. Parce que je cite monsieur dans mon livre. Et c'est le meilleur moment du livre. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je me suis interrompu. Les hommes. Les hommes, voilà. C'est venu d'une phrase de... Oui, c'est-à-dire d'une phrase de Vialat, quoi. C'est-à-dire que Vialat parle d'un personnage particulier pour parler de tous les hommes. Et moi, je fais le contraire, c'est-à-dire que je parle des hommes en parlant d'une petite histoire très intime d'un garçon qui est amoureux d'Isabelle Samin, comme tous les garçons le sont dans sa classe et dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire Isabelle Samin a parfois d'autres noms, mais c'est toujours Isabelle Samin. Mais Isabelle Samin, c'est tout de même un nom extrêmement musical, extrêmement poétique, qui contient énormément... Depuis, j'ai régulièrement des retours d'Isabelle Samin, une jeune fille qui me dit merci pour ma mère. On n'a jamais autant parlé d'elle à la télévision, etc. Donc c'est bien. Et cette poésie du nom, on la découvre dès les toutes premières pages. Est-ce que vous accepteriez de nous lire oui, puisque j'ai mes lunettes. Tout va bien. Donc ça va. Alors... De tout temps et dans tous les pays, quelles que soient leurs origines sociales, leur religion, leur couleur de peau, leurs comptes en banque, quelles que soient leurs coutumes, leurs aspirations, leurs inspirations, quelles que puissent être leurs convictions politiques, syndicales, philosophiques, les hommes, sur tous les continents, sous toutes les latitudes, dans tous les hémisphères, à travers toutes les galaxies, tous les systèmes solaires, lunaires, tous les systèmes encore inconnus à l'heure où nous parlons, tous les systèmes également ignorés à l'heure où nous aurons fini de parler, les hommes, définitivement, irrémédiablement, douloureusement, secrètement, ont été amoureux d'Isabelle Samin. Isabelle Samin, Isabelle Samin, Isabelle Samin. Je rêverais d'un poème idéal qui n'aurait pour parole que Isabelle Samin, Isabelle Samin, Isabelle Samin. Son nom déjà est une chanson d'amour à la métrique parfaite, à la facture classique, appréciée. Isabelle Samin, premier hémistiche, Isabelle Samin, second hémistiche, un alexandrin parfait qui rimerait exactement avec le vers suivant, Isabelle Samin, Isabelle Samin. Bien sûr, Victor Hugo n'était pas trop mauvais, mais un chant idéal vient de le dépasser. Sans doute Jean Racine avait du savoir-faire pour écrire des strophes et pour trousser des vers. On peut bien, tant qu'on veut, congratuler Corneille, mais écoutez plutôt, miracle de merveille, Isabelle Samin, Isabelle Samin, Isabelle Samin.
main, Isabelle. Admirez le balancement de la phrase, la perfection de la pure alternance, la régularité de l'énoncé, chaque Isabelle se retrouvant entourée de deux sa main, chaque sa main enclavée entre deux Isabelles. Savourez la fluidité de la tirade qui ne s'encombre d'aucun adjectif, d'aucune épithète, d'aucun déterminant. Goûtez ce style qui strictement, simplement va à l'essentiel. On pourrait passer sa vie à réciter ce suprême de poème, Isabelle, sa main, Isabelle, sa main. Ah, Isabelle, sa grâce inouïe, sa beauté incomparable, son intelligence indépassable, ses seins naissants, sa bouche rosée, ses yeux verts, ses doigts graciles, ses pieds gracieux, ses cheveux longs, ses fesses. J'arrête là, je crois. Merci beaucoup. Alors Isabelle Samin, c'est en effet un nom qui nous suit longtemps après la lecture de ce texte. D'elle, on ne sait finalement pas grand-chose parce que les muses, les déesses et les idoles gardent toujours un certain mystère. Au fil des pages, on apprend tout de même qu'elle a des pieds de pianiste, que son nez existait bien avant sa naissance et est représenté par tous les peintres de la Renaissance, que plus tard elle deviendra écrivain et peut-être même prix Nobel de l'Académie française. Comment est-ce qu'elle s'est construite, Isabelle Samin, sous votre plume ? Comme une image de l'amour et comme quelqu'un qui s'énerve tout seul dans sa solitude, parce que c'est un fantasme absolu, c'est-à-dire qu'on comprend même dans toutes les premières pages qu'il réussit jamais à lui adresser même la parole. Ils se connaissent pas, et il la voit juste et il se fait des trucs dans sa tête. Il se dit si à vélo j'arrive avant le bus qu'elle a pris, je vais oser lui dire un mot. Et puis le bus, il arrive avant le bus, mais quand même il n'arrive pas à lui dire. Si elle met son stylo 4 couleurs dans la bouche avant que je compte jusqu'à 10, je lui déclare ma flamme. Et avant d'avoir mis, avant qu'il compte jusqu'à 10, elle met son stylo dans la bouche et il n'ose pas lui dire parce qu'il est. Et puis il y a quand même une scène qui se passe à la piscine qui provoque une révolution tissulaire dans son slip de bain. Et ça permet un rapprochement pendant un certain temps. Enfin, il faut le dire, hein, je ne peux pas tout dévoiler. Mais Isabelle Samin, elle n'existerait pas, ou en tout cas pas de cette façon, sans le narrateur. Donc on en a parlé un petit peu, ce narrateur qui s'appelle donc Les Hommes, et qui ne trouve pas l'adolescence facile, qui d'ailleurs ne laisse dire à personne que c'est le plus bel âge de la vie. Pourtant, nous, lorsqu'on le lit, lorsqu'on repense à cet âge des années après, c'est souvent avec légèreté, parfois même avec une pointe de nostalgie. Est-ce que c'est dans ce décalage que peut naître toute la poésie de ce texte ? Oui, je ne sais pas exactement. Je pense qu'au moment où on le vit, le bonheur, on se le dit toujours, soit on le prévoit pour plus tard, ou soit on se souvient de l'avoir vécu, mais au moment où on le vit, le bonheur, vraiment, ça n'existe pas. Il y a des petits moments de plaisir, il y a des moments de joie, mais un bonheur dans lequel on s'installerait, je crois que ça n'existe pas tout à fait, même quand on a 12 ans ou 13 ans. Donc on ne vit pas d'une félicité absolue, parce que même à 12 ans, même à 13 ans, on a des problèmes, on a des sentiments qui sont parfois contradictoires, etc. Et voilà, c'est pas. Alors après, rétrospectivement, on se dit tout ça. Par exemple, l'idée de passer à l'acte sexuel, par exemple, ça lui paraît une montagne, quelque chose d'indépassable. Et puis c'est quelque chose qui va arriver avec l'âge et qui est plutôt joli. Enfin, que son inquiétude était jolie et normale, quoi. Mais c'est rétrospectivement qu'on peut dire que c'était pas si grave et qu'il a eu une belle enfance. Alors, on lit le texte, on le découvre et on découvre tout son humour, mais on est quand même, tout au long de la lecture, au plus proche de ces narrateurs et de ces émois amoureux, de la difficulté de l'adolescence. Comment est-ce que vous l'avez vécu en tant qu'écrivain et comment est-ce qu'on retrouve... En tant moi, je suis pas écrivain. En tant qu'auteur, en tant Oh. que celui qui écrit, à quelle place vous vous mettiez par rapport au personnage ? Ouais, j'étais pas héroïque, je faisais pas l'admiration de mes camarades, donc j'étais plutôt, j'avais du mal, j'étais assez timide, donc je me dis, enfin, il se dit à un moment donné que c'est peut-être par les mots qu'il va réussir à séduire. Alors c'est peut-être ce que je me suis dit aussi un peu. Je ne sentais pas avoir un physique extraordinaire. J'avais plein d'incompétences, donc je me disais peut-être par les mots et par
par l'humour et par... voilà, peut-être qu'on peut réussir à... Mais écrire un tel texte, c'est donc se replonger dans ses souvenirs. Oui, bien sûr. Ce qui est très drôle aussi dans le texte, c'est de voir le décalage entre toute l'épopée que se crée le personnage dans sa tête et la pauvreté de ce qu'il vit au quotidien. Ouais. Et on est totalement embarqué dans ses rêves. Et puis parfois, lui-même se retrouve face à la réalité, à la dure réalité, et notamment à cause de ses parents. Des parents, des hommes. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un court passage? Oui, quelle page? Alors, c'est page 18. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est celui de l'abribus. Ah oui. On peut surprendre. Oh, d'accord. Ouais, jusqu'à la page. On peut surprendre Isabelle Samin certains petits matins devant l'arrêt de bus à l'angle de la rue Alexandre Vialat et de l'avenue de la République. Les jours de pluie, preste, aérienne, Isabelle Samin se réfugie sous l'abribus, elle se protège. Quand il fait beau temps, désireuse de haler sa peau exquise près de l'abribus, Isabelle Samin vers le soleil lève crânement son visage admirable. Elle s'expose, elle s'offre, elle se découvre. Mais, se découvrant, elle garde ses secrets. Tel est le subtil prodige de l'énigmatique Isabelle Samin. Les jours de grand vent, d'un geste sûr et de son front, Isabelle écarte ses longs cheveux soyeux. Parfois, silencieuse, elle s'adosse à l'abribus. Sa pensée vagabonde, son esprit déambule, mais on ne sait vers quel cieux, on ignore vers quel soleil. Comme ils habitent au 2e étage, juste en face de l'abribus qui se trouve à l'angle de la rue Alexandre Vialat et de l'avenue de la République, les hommes, derrière le voilage transparent des fenêtres, peuvent guetter Isabelle Samin, l'observer sans être vue, l'admirer le plus longtemps possible. Isabelle Samin inspire la piété, ils la considèrent avec vénération. Sitôt qu'elle est montée dans le bus, les hommes descendent à toute allure, dégringolent les escaliers 4 à 4, afin d'investir l'abribus, respirer le parfum d'Isabelle Samin, tenter d'atteindre son émanation, saisir un peu de son exhalaison. Les hommes croient percevoir une odeur mêlée de lilas, de shampoing à la lavande et d'encre violette. T'es pas malade de sortir en chaussons, tu vois pas qu'il commence à pleuvoir? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ouvrir un gamin pareil? La mère des hommes, indifférente à l'amour, sourde à la passion, étrangère au cœur qui se déchire, ne saurait être à la hauteur céleste de l'humaine émotion. Merci beaucoup. Et en effet, à chaque fois que les parents des hommes interviennent dans le récit, souvent c'est pour un retour à la réalité, notamment quand le père parle d'Isabelle Samin. Oui, mais de manière tout à fait normale. Ben oui, c'est ça. Il y a, avec ce livre, c'est aussi toute la saveur d'une époque qu'on retrouve entre les premières vacances entre copains, les heures passées sous l'abribus, les canulars téléphoniques, mais aussi les disques 45 tours de Jodassin et d'Enrico Macias, les posters des Beatles et les scènes lecture, dont vous nous direz peut-être quelques mots. Gilbert Cesbron, Paul Guth. Oui, je me suis rappelé des choses que je lisais quand j'avais 15 ans et plein d'auteurs complètement oubliés. Alors il y en a qui sont revenus un peu genre Frison Roche, un petit peu parce que ça a été adapté au cinéma, je crois, ou à la télé. Mais alors Gilbert Cesbron, qui faisait aussi, en général, tous ses livres étaient adaptés pour faire des films qui étaient l'objet de débats pour les dossiers de l'écran. Chien perdu sans collier, etc. Ça a été, c'est complètement un grand auteur catholique de l'époque, mais qui un Paul Claudel du pauvre, qui a été un peu oublié, quoi, maintenant. Comment est-ce qu'on parvient justement par l'écriture à retranscrire une époque, à la saisir et à... Je sais pas, moi je m'amuse en fait quand j'essaie d'écrire. Mais c'est des petits livres, mais moi je suis un besogneux, alors donc ça me prend un certain temps. Donc j'essaie de me plonger dans cette époque-là. J'essaie de retrouver, je me documente, je me souviens surtout, ouais. Louison Bobet, par exemple, je sais pas, des noms comme ça qui marquent une époque et qui sont un petit peu oubliés. Roger Pingeon, c'est déjà le nom Roger Pingeon, ça fait rêver, je trouve. Alors j'ai fait Roger Pingeon, je crois que oui, c'est bien. Je crois qu'il est arrivé après. Il y a des spécialistes de Roger Pingeon ici, non? Je pense qu'il a dû arriver après Anquetil. En fait, c'était le cycliste qui a gagné le Tour de France après Anquetil, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, il est où le spécialiste? Là? Non?
Ah bon, pardon. Il n'y a pas de mal. Il y a le droit. Ah, son équipe, c'est Peugeot. Ouais. 69, non? Par là. Ah ouais. Moi non plus. Et puis finalement, dans ce livre, mais comme dans vos précédents ouvrages et aussi dans vos spectacles, vous mêlez rire et gravité, vous saupoudrez un quotidien parfois morne d'humour et de poésie, et vous le réenchantez de cette façon. Cette façon de voir le monde, de voir la vie et de l'écrire, comment est-ce qu'elle s'est construite pour vous et à travers vos écrits? J'essaie de ne pas rajouter de douleur au monde qui est difficile à vivre. Donc je pense que c'est peut-être le rapport que j'ai d'abord comme comédien sur scène. J'aime bien essayer de créer des moments d'humanité et d'échange avec le public. J'adore ça. Donc, ce que j'essaie de faire quand j'écris, c'est la même chose. D'autant que le comédien est toujours un petit peu derrière en disant peut-être que ce texte-là, je pourrais m'en servir un jour pour faire un spectacle. Donc, ce qui arrive de temps en temps, parce que la semaine dernière, je l'ai dit à Bordeaux, avec deux des musiciens qui sont sur scène avec moi là, en ce moment. Et on n'était pas loin de faire un spectacle qui était assez émouvant et assez drôle, quoi, je crois. Donc je pense que moi, j'écris toujours un peu avec l'idée que ça pourrait être dit et que ça pourrait être du théâtre. Euh, donc je me prends pas très au sérieux comme écrivain, même si parce que je suis pas un écrivain, je suis un auteur. Donc, pour moi, c'est une différence. Ma place véritable, c'est toujours d'être sur une scène de théâtre. Là, je me sens complètement à ma place. Et je pense que la version, à chaque fois, les versions définitives de ce que j'écris, souvent, c'est quand même sur scène que ça arrive. Même là, mais ça je devrais pas le dire parce que c'est anti-publicitaire, mais en relisant le texte, je me disais j'aurais dû faire quelques changements. Mais peut-être qu'en même temps, enfin tous les gens qui écrivent à chaque fois que c'est publié, on pourrait toujours leur retravailler le texte et donner une version qui serait encore plus proche de ce qu'on a envie de raconter. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez à voix haute? Que Non, le texte naît de l'oralité? non, mais ça peut m'arriver après de le lire, oui, oui. Oui, ça peut m'arriver. Enfin, non, parce que j'essaie de pas passer complètement pour un cinglé. Donc, comme j'écris souvent, même partout, chez moi des fois, mais comme je suis souvent sur les routes, ça m'arrive d'écrire dans le TGV ou dans un bistrot ou n'importe où. Donc, j'évite de lire à voix haute. Puis cette façon de voir la vie, on la retrouve aussi dans vos chroniques, donc sur France Inter, du vendredi matin. Des chroniques qui peuvent être tendres, qui peuvent être impertinentes, qui sont souvent surprenantes, gentiment moqueuses aussi. Comment est-ce qu'on parvient à trouver le bon ton pour ces Mais chroniques? j'en sais rien, parce que là, par exemple, je dois en écrire une pour vendredi, et j'ai acheté tous les journaux ce matin pour essayer de trouver une idée, et c'est pas venu ce matin. Donc, le fait, par exemple, je suis toujours touché quand on me dit j'adore vos chroniques et tout ça, mais en même temps, je me dis, ben, ça me donne pas une idée pour vendredi prochain. Donc, c'est toujours un peu à remettre sur le métier, quoi. C'est-à-dire, surtout que j'essaie de ne pas avoir. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a une personne qui parle et il y a un style, mais j'essaie de ne pas faire deux fois la même chronique. Enfin, ou même si enfin, c'était mon projet, je pense que dans le fond, c'est raté parce que régulièrement, enfin, depuis 9 ans que j'en fais, il y a sûrement plein de chroniques qui se ressemblent un peu. Mais quand même, j'essaie de ne pas avoir de tête de turc, par exemple. Je pourrais, hein, enfin, surtout il y en a pas mal de possibles. Mais je sais plus, quand j'avais fait une chronique sur Madame Fillon, qui était quand même assez cruelle, j'ai pas servi le couvert la semaine d'après. Je me disais, on va la laisser, cette pauvre femme. Et donc j'essaie de pas m'acharner. Donc, et puis de me surprendre, j'essaie de faire que les gens qui ne, de pas seulement s'adresser aux gens qui pourraient me ressembler. Parlant sur France Inter, euh, qui est une chaîne nationale qui s'adresse normalement à tout le monde, j'essaie de faire que les gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne votent pas comme moi, qui n'ont pas ma sensibilité, puissent quand même avoir envie de m'écouter jusqu'au bout.
Donc, ce qui fait que des fois, je peux être décevant pour des amis en me disant tu aurais pu aller plus loin. Mais moi, je tiens à ce que, enfin, en tout cas, c'est ce que je vise, qu'on puisse avoir envie de m'écouter, même si on n'est pas d'accord avec moi. Donc ça fait que il faut travailler un peu le style et l'écriture pour que ce soit possible, quoi. Bon, il y a des gens que j'écoute, même si je suis pas d'accord avec eux, parce que ça m'intéresse la façon dont ils le disent. Est-ce que c'est une écriture, enfin, est-ce qu'on écrit de la même façon une chronique ou un récit comme celui-là, ou un spectacle, ou est-ce que ce sont deux rapports à l'écriture, Bah, ou trois rapports à c'est l'écriture plus très angoissant différents? des fois d'écrire une chronique parce qu'il y a l'obligation de le faire, donc et puis essayer de pas faire une mauvaise chronique, quoi. C'est ça le problème. La, la difficulté à chaque fois, c'est de trouver un angle. Souvent, en fait, ça m'occupe l'esprit les premiers jours de la semaine jusqu'à ce que je trouve l'angle qui me permet de parler de la chose. Après, quand j'ai trouvé l'angle, c'est assez. Des fois, j'ai vraiment le plaisir de l'écriture. Mais la difficulté, c'est de trouver un peu l'idée un peu marquante ou un peu originale, ou qui ne soit pas la même idée que ceux de mes collègues humoristes, tout ça, quoi. D'essayer voilà, de distiller une petite musique un peu personnelle. Et le tout avec bienveillance. Dans une des chroniques, en octobre 2015, je crois, vous nous confiez que vous n'aimeriez pas être le cardiologue d'Alain Finkielkraut. Euh, vous vous adressez à Et lui. il m'a dit, je suis très calme. Et vous lui parlez un petit peu d'humour, et vous écrivez alors: l'humour est une soupape, une réparation, une consolation. Si l'humour console, est-ce qu'on peut dire qu'il réunit aussi? Est-ce que c'est ça aussi vous parliez de vous adresser à tous par ces chroniques. Est-ce que Oui, oui. c'est Moi, aussi l'idée qu'on peut... c'est souvent contradictoire avec l'idée de l'ironie ou de l'humour. J'essaie d'avoir un humour plutôt bienveillant. Des fois, je suis en colère et des fois, quand je dis ferme ta gueule, Luc Ferry, c'est pas d'une bienveillance folle, mais d'une manière générale, j'essaie de faire plutôt, j'essaie de trouver, ce qui est compliqué, un humour nuancé. Alors qu'en général, quand on fait de l'humour, on va plutôt on rend les choses parfois plus dures. Quand je lis la presse ce matin, enfin Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné que je lis régulièrement, c'est compliqué. Je trouve il y a des humoristes, par exemple, des dessinateurs que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a Aurel qui dessine dans Le Canard enchaîné, qui a fait un dessin, je trouve, en première page qui est formidable. Je vous conseille de le regarder. Et je ne saurais pas vous le citer parce il est bien écrit, et donc j'ai peur de le déformer. Et il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi, mais qui ne dessine plus, c'est Pétillon, qui a vraiment, lui, qui surprend toujours, quoi. En fait, il y a aussi tout un esprit, parfois dans l'humour ou dans les dessins d'humour, qui est extrêmement conventionnel, où on sait sur qui on va taper, etc. Et moi, j'essaie de pas être trop conventionnel. Je trouve qu'il y a des têtes de Turcs qui sont tellement faciles qu'il vaut mieux les, ne pas s'en occuper. Puis quand on relit toutes ces chroniques donc, qui s'étendent de septembre 2015 à juillet 2017, on reparcourt 2 ans d'actualité, mais d'actualité avec un regard toujours, un angle, comme vous le disiez, un regard toujours un petit peu décalé. On découvre on se rappelle à quel point notre échiquier politique a changé en 2 ans. On se remémore aussi toutes les Ah bah oui, personnalités. j'ai parlé de Monsieur Fillon tout à l'heure. Il a été Premier ministre et il s'est présenté aux élections. Je dis pour les gens qui auraient oublié. On se remémore beaucoup de personnalités aussi qui ont disparu, que vous évoquez. On se rappelle aussi un moment très important de l'histoire de la publicité qui est le kiwi. À lequel vous avez consacré une chronique. C'est tantôt grave, tantôt émouvant, tantôt léger, et on reparcourt 2 ans comme ça. Et il y a donc une chronique, comme vous le disiez, où vous citez un breton qui donc est un breton, Creuson d'un bien tête. Je sûr. pense que c'est celle-là. C'est quelle Si jamais page, vous est-ce que vous voulez. savez? C'est vrai? C'est vrai ou pas? Non, Comment vous dites? Ah bah, c'est la seule personne que je cite entièrement, donc c'est mieux que rien. Bah ouais, non, c'est vrai.
Je la lis. Le nombre de gens que vous croisez et qui disent, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est bien, ça vous donne des sujets de chronique. Finalement, pas tant que ça, faire du drôle avec du triste, d'accord, mais quand le triste a une figure d'enterrement ou une gueule de facho, ça vous donne moyen envie de rigoler. Alors, foin de combine et de politique, foin d'halali, foin de violence, foin de renoncement, foin de petitesse et de mesquinerie, foin de médiocrité, parlons d'autre chose, réfugions-nous sous la toilette affriolante de la muse inspirée et partons en poésie. Jean-Jacques Denis est non seulement auditeur de France Inter, il est loinquin, on dit Loinéquin et taquineur de muse. Il est loinéquin, c'est-à-dire qu'il est de Loenec, Côte d'Armor, code postal 22700, c'est bien? C'est ça. Il est taquineur de muse, c'est-à-dire qu'il ne crache pas sur son petit verre. Il a bien voulu attirer mon attention et je l'en remercie sur Lorsque je te pénètre, du poète approximatif Georges-Philippe Taladiard, connu des auditeurs de Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet et de son répondeur. Lorsque je te pénètre est donc un poème de Georges-Philippe Taladiard, qui est le pseudonyme de Jean-Jacques Denis, qui, quant à lui, préfère garder l'anonymat. Et l'on respecte, bien entendu, votre discrétion. Lorsque je te pénètre. Je précise tout de suite que malgré son titre, il n'y est pas question de politique. Il ne s'agit pas de ce que pourrait susurrer un candidat à l'un de ses électeurs éventuels lorsque je te pénètre. Un poème de Georges-Philippe Taladiard qui n'a surtout pas envie qu'à tout bout de champ soit rappelé son véritable nom, Jean-Jacques Denis, poète et loinéquin. Évidemment, je précise que c'est quand même assez chaud comme madrigal. On est assez loin de Maurice Carême. Si ce matin vous avez un enfant à côté de vous qui a raté l'école à cause des oreillons, de l'appendicite, profitez-en pour l'anéantir, pour l'étouffer, pour l'annihiler, pour l'abattre ou au pire pour l'éloigner de la radio pendant quelques instants. Voici Lorsque je te pénètre, poème érotique. Alors là, je vais couper parce que c'est lorsque voilà. Merci Georges-Philippe Taladiard, merci Jean-Jacques Denis. J'emploie votre véritable nom car à force de vous citer, ne suis-je pas devenu un véritable ami, de me fournir gracieusement l'objet de ma chronique de ce matin. Tiens, si vous en avez une pour vendredi prochain d'ailleurs. Je préfère le prévenir à toutes fins utiles que je n'ai pas trop l'intention de lui reverser mes droits d'auteur, compte tenu de la publicité extraordinaire que je lui fais ce matin au cours de la matinale la plus écoutée de France, Lorsque je te pénètre, Jean-Jacques Denis. Il s'agit d'une suite d'hexasyllabes, c'est-à-dire des vers de 6 syllabes. Les rimes seront croisées ou alternées. Elles ne sont pas particulièrement riches, mais tout le monde vous le dira, il n'est pas si facile de s'enrichir honnêtement à l'heure actuelle. Lorsque je te pénètre, poème érotique de Georges-Philippe Taladiard, alias Jean-Jacques Denis. Lorsque je te pénètre, quand je rentre dans toi, quand je dois me soumettre en esclave à ta loi, lorsque mon corps meurtri par des tâches futiles en toi se réfugie, quand enfin je t'enfile. Je demande à la nuit d'ouvrir en grand ses bras. Ah, que serait ma vie sans toi, mon pyjama? Là, vraiment, une imposture totale, puisque c'est monsieur qui a écrit la chronique qui m'a sauvé un vendredi matin où je manquais d'inspiration. Ah bon? Alors peut-être que les personnes en public ont des questions à poser à François Morel. Je vais faire passer le micro. Ouais, bonjour, Monsieur Morel. Donc, si je puis me permettre, vous me rappelez, vous me faites penser irrésistiblement à deux grands auteurs, en tout cas deux de mes préférés. Le premier, donc, c'est Albert Camus, à qui vous avez rendu un vibrant hommage dans une chronique à l'époque où un ancien président, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire publicité à Neuilly-sur-Seine, à un moment donc où il était question de le mettre être au Panthéon, donc, d'une part. Et surtout, je n'aurais pas rappelé une mauvaise nouvelle, mais je vous rappelle que Pierre Desproges est mort il y a 30 ans et que Philippe Bouvard vit toujours. Donc, toujours est-il donc que tout à l'heure, vous défendiez être un écrivain. Je me souviens que Desproges avait le même réflexe quand on le désignait comme tel. Dans quelle mesure Camus et Desproges ont pu vous influencer dans votre écriture?
L'un m'a plus inspiré que l'autre, sans doute, même si j'aime beaucoup Camus. Et Le Premier Homme, par exemple, c'est un bouquin qui m'émeut aux larmes à chaque fois que je relis certains passages, notamment la rencontre entre son instituteur et sa mère et sa grand-mère. Ce sont des pages absolument magnifiques. Et si vous n'avez pas lu Le Premier Homme de Camus, vraiment, c'est un livre que je vous conseille. Et des proches, ben, oui, oui, ouais, il était extrêmement important puisque j'ai parlé de Vialat tout à l'heure, c'est par des proches que j'ai connus et que j'ai lu Vialat. C'était euh, je crois que lui, c'était vraiment un écrivain, c'est-à-dire qu'il avait un univers, qu'il avait un regard sur le monde formidablement pointu et pas convenu du tout. Moi, je commençais mes journées d'étudiant après avoir écouté le tribunal des flagrants délires, ce qui veut dire que j'étais pas un très bon étudiant, mais d'une certaine manière, je travaillais pour mon avenir en l'écoutant parce que je pense que oui, il m'a inspiré. Même si je cherche pas du tout à le limiter, et je pense qu'il avait une vision sûrement plus noire de l'humanité que moi. Et on est très différents. Et je cherche pas à l'imiter. Je sais que je l'admire et j'aime bien, j'aime beaucoup son œuvre, quoi. J'aime bien ce qu'il a fait et en plus les chroniques de la haine ordinaire qui passaient sur France Inter à 7h moins 5 le soir à une certaine époque, ce sont des textes que je trouve vraiment formidables. Et si vous êtes chez vous ce soir, au cas où vous ne seriez pas au Quartz, il y a une émission sur France Inter consacrée à Pierre Desproges et où on a enregistré avec Antoine Salaire, qui est le musicien avec qui je travaille, on a enregistré une chanson hein, de Pierre Desproges, un texte qu'il avait écrit qui n'est pas un texte d'une folle gaieté, mais qui, je trouve, fait une belle chanson. C'est Antoine Salaire qui a mis en musique un texte qui était fait pour être chanté, mais qui n'avait jamais été chanté. Voilà. Donc si vous êtes chez vous, écoutez. Ah bah ouais, podcastez alors. Eh bien, est-ce que vous accepteriez de nous dire peut-être quelques mots du spectacle La vie, titre provisoire? Il est chouette. Je sais pas. Oui, comment? Ben non, faut mieux laisser le directeur en parler, non? Tu veux en parler, toi? Bonjour. En fait, c'est un. Ah, c'est pas le bistrotier alors? C'est plus le bistrotier en fait. D'accord, parce que je prendrai Mais je un l'ai petit été, café, hein. moi. Avec plaisir. Je fais juste après. Ouais. C'est un spectacle qui est à la fois du François Morel dans le texte, puisque c'est lui qui a écrit les textes des chansons, mais c'est aussi un spectacle de music-hall. Et c'est même un hommage à sa façon au music-hall de certaines années, qui traverse d'ailleurs plusieurs décennies, avec, c'est pas seulement un récital de chansons, c'est aussi des façons d'apostropher le public, ou ses musiciens, de plaisanter avec eux. Enfin voilà, il y a une Mais espèce c'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'était vraiment un hommage au music-hall. Moi, j'avais des images, par exemple, de Reggiani, que je n'ai vu qu'à la télévision, mais débarquant dans un rond de lumière à toute blinde, comme ça, ou Yves Montand devant un rideau en tulle. Tu vois. Et ça, je voulais absolument qu'il y ait un tulle, par exemple. Ce qui n'était pas une bonne idée selon Juliette, mais qui a changé d'avis après. Parce que pour elle, dont le père avait été musicien, saxophoniste, etc., clarinettiste dans des orchestres, notamment qui accompagnaient des chanteurs. C'était l'horreur pour elle, c'est-à-dire une époque où il y avait la vedette qui était devant le tulle et puis les musiciens relégués très loin derrière. Et je me souviens, Juliette m'a dit, tu sais que depuis les Beatles et les Rolling Stones, les chanteurs et les musiciens travaillent ensemble. Et je le savais. Je le savais, mais j'avais envie qu'il y ait des images comme ça. Évidemment, pour les détourner tout de suite, mais pour que ça existe à certains moments. Voilà. Parce que c'est Juliette qui a fait la mise en scène du spectacle. Ouais.
Oui, qu'il y a une mise en scène aussi, enfin vraiment quoi. Mm. Il y a tout un travail, enfin à la fois d'improvisation, mais pas que. Enfin bon, voilà, et vous allez le découvrir, je suis sûr, ce soir ou demain, parce que si vous êtes là, c'est ou fait. si c'est pas déjà fait, voilà. Eh bien, merci infiniment Merci Morel, à vous. pour ces livres, pour cette rencontre, pour ces lectures.